Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Nous sommes en guerre. Nous allons donc provoquer l'effondrement de l'économie russe. Ah, ça va me coûter combien? Nous vivons, et cela pas simplement depuis cet été, ces dernières années, la fin de ce qui pouvait apparaître comme une abondance. Nous sommes dans une guerre hybride. Vous comprenez pas, maintenant vous circulez tous, s'il vous plaît. Hein, bonne soirée à tous, désolé pour la démocratie. Allez. Je m'assois sur ma chaise et tout, et je me suis dit, je vais prendre une lettre, je vais marquer ça l'arabe, tout ça, des trucs, genre moi je me fais passer pour un mec qui se fait harceler en gros. Et le quoi ça pêche peu. Il amène du comoréen. Voilà, le quoi ça pêche peu, mais il amène du comorien. Eh bien, on va parler justement de Mayotte. Qu'est-ce qui se passe en vérité à Mayotte? Nous sommes à la veille de l'opération Wambushu. Eh bien, on va parler de tout cela, vous savez. C'est la métropole, nous sommes en métropole, mais Mayotte, département français, eh bien, il se passe énormément de choses et nous allons en parler avec Mansour Kamardine, député LR de la 2e circonscription de Mayotte. Beaucoup de choses à dire sur ce qui se passe dans cette parcelle de France et qui ressemble comme un miroir à certaines parties de la métropole. Et puis nous allons évoquer évidemment Jérôme Salomon. Vous connaissez tous Jérôme Salomon, l'ex-directeur général de la santé. Vous vous rappelez, tous les soirs, pendant 6 mois, il disait voilà, tant d'hospitalisations, tant de morts, tant de ceci, tant... C'était formidable, hein. C'était vraiment un requiem pour un virus, tous les soirs, à 20h. Ça nous remontait le moral et c'était très intéressant. Que devient Jérôme Salomon? Eh ben, vous allez le savoir. Et puis alors, une histoire incroyable et assez préoccupante pour ne pas dire plus. C'est un jeune lycéen qui s'est fabriqué des fausses lettres en accusant ses profs de racisme pour ne pas passer son brevet. Ça arrive? Eh oui, c'est en 12 France, bien sûr. Et le cinéaste Dominique Moll, le très bon et très talentueux cinéaste Dominique Moll, qui a eu le César des lycéens, et il était face au ministre de l'Éducation, Pape Ndiaye, et il lui a dit quelques mots. Et enfin, en seconde partie d'émission, un livre définitif sur le Rwanda. Qu'est-ce qui s'est passé au Rwanda? Qu'est-ce qui se passe encore? Mais surtout, ça s'appelle Assassins sans frontières, ce génocide du Rwanda. Une enquête très forte, faite par la journaliste anglaise Michaela Wrong. On en parle longuement avec vous sur Sud Radio. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Le fait du jour. Chose Mabawa, hein, Mansour Kamardine. Oui, une musique de Mayotte très utilisée lors du carnaval, effectivement. Et on est très heureux de vous recevoir, monsieur le député, parce que, en ce moment, on parle beaucoup de Mayotte, mais dirais qu'on parle beaucoup de Mayotte, et en parlant de Mayotte, on parle de la France. D'abord que Mayotte, c'est la France, mais c'est surtout, je dirais, un miroir qui réfléchit la France. Mais parlons d'abord de Mayotte. On vous avait reçu il y a 2 ans, je crois. Et on parlait déjà, évidemment, et c'était déjà très avancé, tout le problème de l'immigration venue des Comores. Et ce n'est pas un problème nouveau. Et puis, vous disiez, écoutez, c'était même avant le Covid, bien sûr. Et vous disiez, mais voilà, rien n'est fait, rien ne stoppe. C'est une espèce de... je dirais, de monter des vagues. Et aujourd'hui, il y a une opération appelée Wambushu qui vise à déloger les migrants clandestins, l'action policière et militaire annoncée par le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. Et en principe, ça commencerait début de semaine prochaine. Enfin, on va voir. Mais au fond, où on en est, Mansour Kamardine, aujourd'hui, là-dessus? Où en est la situation, l'état des lieux à Mayotte? Peut-être d'abord, merci de cette aimable invitation et de permettre effectivement que nos compatriotes métropolitains puissent entendre enfin la voix des Mahoraises et des Mahorais à travers ma voix. Deuxièmement, peut-être pour une meilleure compréhension du sujet, vous me permettrez également de rappeler ce qu'est Mayotte, 374 km², plus de 300 000 habitants, dont... on dit 50% étrangers, mais en réalité, un tiers de Français, vous et moi, un tiers de migrants réguliers, un tiers d'irréguliers, c'est-à-dire... Un tiers d'irréguliers. Un tiers d'irréguliers, grosso modo, c'est-à-dire 66% des populations qui ne sont pas forcément de Mayotte. C'est si on disait un peu
aux Français qu'il y a, à tout casser à Mayotte, en France, un peu plus de 40 millions d'étrangers. Voilà, 45 millions d'étrangers. Ouais. Voilà, je crois qu'il faut extrapoler comme ça. Ensuite, deuxième chose, c'est aussi des écoles surchargées, dont 80% sont peuplées d'enfants d'immigrés. C'est 75% des naissances. 80% des écoles. Des écoles. C'est 75% des naissances à l'hôpital de Mamoudzou. Et enfin, en termes de violence, ce sont des violences quasi quotidiennes qu'on rencontre un peu partout dans les écoles, des gamins qui sont terrorisés par des vagues de personnes jeunes qui arrivent dans ces écoles-là, qui terrorisent avec la machette, avec ainsi de suite. À ce niveau de violence. C'est à ce niveau de violence. Je crois que ce sont des violences jusqu'ici qu'on ne rencontrait que dans les faubourgs du Brésil, pas jamais en France. C'est tout ça. Et c'est des victimes, des blessés mortels, quasiment tous les mois, ainsi de suite. Et jamais je n'ai entendu quelqu'un au plan national élever la voix en disant qu'est-ce qui se passe, les droits de l'homme. C'est aussi des constructions, des favelas autour des villages où on a autour des villages où on squatte les terrains d'autrui, le droit de propriété là-bas, qui est une liberté individuelle qui fait partie des libertés de droits de l'homme, qui ne sont pas... Déclaration des droits de l'homme de 1789. Voilà, et qui sont atteintes tous les jours sans que personne ne trouve à redire. Jusqu'au jour où, effectivement, finalement, le gouvernement se trouve en grande difficulté parce que cette situation a créé des zones de non-droit. L'exemple typique de la situation, c'est il y a 15 jours, dans la cité scolaire du Nord, c'est un lycée qui a un peu plus de 1500 gamins, où sont arrivés une horde de personnes qui ont cherché à entrer. Elles ont réussi dans les lycées et pour aller tuer. Volonté de tuer. Vous voulez un règlement de compte? Un règlement de compte, voilà, parce qu'ils voulaient aller chercher un jeune dans l'établissement pour le tuer. Les gendarmes se sont interposés, mais pas pour longtemps. Ils étaient obligés de fuir. Pourquoi? Mais parce que la violence était telle, trop forte, trop fort, donc ils ont dû... Juste, Mansour Kamardine, je comprends. Mais vous décrivez un état de fait, mais cet état de fait, il n'existe pas depuis hier ou avant-hier. Qu'est-ce qui fait que justement, tout gouvernement confondu, tout pouvoir confondu, cette situation s'est développée au point d'arriver presque au point de non-retour? Cette situation s'est développée depuis ces 10 dernières années essentiellement. Elle a commencé très loin. Même elle a été encouragée par François Mitterrand, que j'accuse qu'il est en grande partie de la situation, parce que pour des raisons diplomatiques et politiques, pour des raisons idéologiques, considérant qu'Emmaüt n'était pas française malgré la décision du Conseil constitutionnel qui doit s'appliquer à tous. On ne va pas rappeler tout ça. Mais ça a commencé et... Par exemple, du temps de Nicolas Sarkozy, les malfrats avaient peur. Aujourd'hui, ce sont les citoyens normaux, vous et moi, les réguliers, qui ont peur. Et cette peur, elle affecte tout le monde, pas seulement les Français, mais tout le monde. Bien sûr. Et pourquoi on est arrivé là? C'est parce que tout simplement, pendant très longtemps, notamment ça a dégénéré à partir de François Hollande, qui a considéré que la politique de lutte contre l'immigration n'était pas une priorité à Mayotte. Et donc ça a laissé les gens dériver. Et à titre d'exemple, en 5 ans de mandat de François Hollande, sont arrivés à Mayotte plus de 60 000 immigrés clandestins. 60 000 sur une population, je le rappelle, de 300. À l'époque, ils étaient moins de 250 000. Oui, d'accord. Donc vous voyez bien, il y en avait déjà, et puis en stock, et puis il y a cette arrivée qui était là. Et puis, de 2017 à aujourd'hui, on a demandé à ce qu'on prenne conscience de la situation et on a fait des petites mesurettes. Encore une fois, je pense que pendant très longtemps, les pouvoirs publics ont sous-estimé le phénomène. Et en fait, c'est un phénomène d'immigration parce que, évidemment, les Comores n'ayant pas le même statut et les mêmes avantages sociaux, etc., que les Français, ils veulent tous devenir Français et puis profiter de tous ces avantages. À la limite, ça, pourquoi pas?
ce qui est terrible, mais pourquoi terroriser les gens? Pourquoi, quand vous êtes un parent, vous envoyez votre enfant à l'école, vous avez la boule au ventre, jusqu'à ce qu'il revienne, parce que vous dites, est-ce qu'on ne m'appellera pas pour me dire qu'elle a été tuée? Oui, c'est ça le drame. C'est aussi le problème de la masse. Oui. Donc voilà, c'est le problème de la masse et l'impossibilité. Mayotte, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est 374 km². Oui. Sur 374 km², je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut mettre, surtout quand ce n'est pas organisé. Ce sont des vagues de tsunamis de population. La dernière fois, quand je suis venu chez vous, je vous ai parlé d'une autoroute à 10 voies et à sens unique. Oui. Et cette autoroute, on n'a pas réussi à la fermer. Elle continue. Alors, monsieur le député, justement, Mansour Kamardine, qu'est-ce que vous attendez de cette opération qui a l'air quand même, qui a l'air sérieuse en tout cas? L'idée, c'est quoi? L'idée telle qu'elle a été exprimée, c'est de stopper, de refaire une remigration, d'empêcher que ça se renouvelle? C'est quoi? Je crois en tout cas, l'idée, c'est que nous aurions aimé, nous, côté mahorais. Oui. Premièrement, une reconquête, une reprise des espaces des territoires perdus. C'était tous ces territoires de non-droit qui hébergent tous les malfrats qui viennent sévir la nuit dans les villages, ainsi de suite. Et quand les policiers arrivent, ils vont se cacher dans ces zones-là où les policiers, les gendarmes n'ont pas le droit d'y aller. Donc il faut reconquérir ces espaces. Les territoires perdus de la République. Exactement. Ouais. C'est ce que j'appelle, c'est une opération de reconquête des territoires perdus. D'accord. Ensuite, aller interpeller tous les malfrats qui sont là et les reconduire. Et puis aussi, interpeller tous les réseaux. Il y a des réseaux qui sont constitués. On a démantelé récemment un réseau qui ont fait venir en 2 ans ou 3 ans quelque chose comme 40 000. 40 000 en 2-3 ans. En 2-3 ans. Qu'ils ont fait venir. Donc la reconquête, l'interpellation des réseaux. Et le renvoi dans leur pays. La poursuite de ce qu'on appelle les marchands de sommeil. C'est qu'ils élogent les complicités qu'ils ont localement. Il y a les reconnaissances frauduleuses qui sont faites aussi par des Mahorais. Donc tout ce petit monde doit être amené devant le juge. Donc c'est pas une opération qui est dirigée uniquement contre les migrants ou les immigrants, comme on dit, mais vraiment d'assainir une situation qui est complètement à la dérive. Donc y compris des Français comme vous et moi qui participent à ces crimes et délits, d'être interpellés, d'être reconduits chez le juge, éventuellement qu'on puisse saisir leurs biens. Il faut que les gens sachent que c'est pas une vraie politique de sanction par rapport à ce qui se passe. Par rapport à ce qui se passe. Ensuite, reconduire, prévenir, et bien évidemment, tous ceux qui n'ont pas l'autorisation administrative de rester sur le territoire, qu'ils puissent être amenés dans leur pays d'origine. Alors, Mansour Kamardine, est-ce que c'est ce qui est prévu? Est-ce que c'est ce qui est annoncé ou pas? Oui, je crois que c'est ce qui est prévu. C'est ce qui est prévu parce que, de ce que je sais, il y a les forces de l'ordre qui arrivent pour justement sécuriser les secteurs qui seront concernés par les opérations. Il y a également les procédures, notamment des centres de rétention administrative qui ont été créés pour pouvoir loger les gens et les reconduire dans leur pays. Alors je ne comprends pas quelque chose. Vous avez entendu, je ne sais pas si vous avez entendu, vous connaissez la célèbre phrase, on le lui reprochait derrière Emmanuel Macron, il disait les quoi ça, en parlant des bateaux, ça pêche peu mais ça amène du comorien. Or, il a dit ça il y a quelques années déjà. Hein. Il l'a dit en 2017. 2017, voilà, les fameux les quoi ça. Bon, on l'a reproduit là. Mais alors, il fait ce constat, très bien. Et puis, comme d'habitude, on a l'impression, mais je ne parle pas que de Macron, on a l'impression que ça passe, puis il ne se passe rien. Alors, on va voir, et j'espère pour vous, pour Mayotte, pour la France, qu'il se passera quelque chose cette fois-ci. Mais je l'espère profondément et sincèrement. C'est pour cela que je soutiens l'opération. Il faut absolument qu'on le fasse parce que c'est une opération de dernier secours. De dernier espoir, pardon. Si ça ne se fait pas, si on va au-devant des graves problèmes. Est-ce que Mayotte risque, franchement, je dirais presque risque à un danger? Il y a un danger de mort lente? Il y a un danger déjà de mort rapide. Parce que nous ne sommes pas à l'abri d'une guerre civile. D'une généralisation d'un conflit civil, et ça, je suis pas sûr que ça favorise l'image de la France. Ça, ensuite, il y a ce danger de mort lente, si tant est qu'il ne le soit pas encore déjà. Déjà, oui. Parce que
Aujourd'hui, plus de 60%, M. Berkoff, des populations à Mayotte sont d'origine étrangère, je l'ai dit. Vous l'avez dit, oui. Dans 10 ans, aucun maire, tous les élus de Mayotte ne seront pas des élus originaires de Mayotte, mais des élus qui seront issus de l'immigration. Ça, et donc Mayotte disparaît. Dans 10 ans, la population de Mayotte, 10% seulement dans la population, 10% seront des Français d'origine. Les Mahorais seront une minorité. Voilà, ils le sont déjà, mais encore plus parce qu'ils ne représenteront que 10%. C'est ça. Et c'est quand même, oui. Écoutez, on ne peut que souhaiter évidemment que cette opération réussisse. Et parce qu'on ne peut pas employer grand remplacement, vous savez, ça fait sulfureux. Mais c'est ça. Vous, ça vous fait sulfureux, mais moi je l'ai dit. D'ailleurs, je l'ai dit avant, comment il s'appelle ? Avant Renaud Camus Non, quand même pas. Non, mais je l'ai dit avant, comment il s'appelle, votre ancien collègue, avant Zemmour. Ouais. Je l'ai dit. Parce que c'est la vérité. Moi, je demande simplement, dans le vocabulaire que j'ai, qui est un vocabulaire très restreint, qu'on puisse me dire ce que ça veut dire. Quand l'INSEE me dit, sont arrivés à Mayotte de 2012 à 2017, 60 000 personnes, et que dans le même temps, 30 000 jeunes Mahorais ont quitté le territoire parce que les conditions ne le permettent pas, parce qu'ils ont peur, parce que si, parce que ça. Ah oui, parce que les Mahorais qui ont quitté le territoire. Ils fuient parce que la situation ne leur permet plus de rester. Alors, il faut qu'on me dise ce que ça veut dire. 60 000 arrivés, 30 000 départs, je n'ai pas de vocabulaire, moi. Et donc, on assiste à un grand remplacement à Mayotte de la population. C'est quand même plus que préoccupant. Juste, on va parler en dernier, pour une dernière question sur l'eau. Parce que je crois, enfin, nous avons ici des problèmes d'eau en France, en métropole, mais vous avez eu de graves problèmes d'eau aussi, mais il paraît que ça s'arrange. J'aurais bien aimé. J'aurais été à Mayotte, je vous dirais que ce matin, je ne me suis pas douché. Voyez-vous. Et quand je lisais tout à l'heure, sans faire la pub d'un de vos confrères qui disait que le gouvernement a eu comme idée de couper l'eau pendant 48 heures pour les assoiffer, les pauvres immigrants, pour les obliger, je crois que c'est une insulte qu'on fait et à la fois à l'État, aux fonctionnaires, machin, tout ça. À Mayotte, il y a des graves problèmes d'eau. On a de l'eau quasiment un jour sur deux, parce qu'effectivement, il y a des investissements qui ont manqué, il y a des entreprises qui ont reçu l'argent sans faire les travaux et qui ont été payées, des entreprises du CAC 40. Ouais. Il y a une surpopulation et une population qui augmente, donc les infrastructures ne suivent pas et nous avons besoin de tout ça. Donc il y a des gros retards d'investissement en termes d'eau, effectivement, et ça, à mon avis, c'est encore beaucoup plus grave que les sujets migratoires qu'on a évoqués tout à l'heure. Vous dites que c'est beaucoup plus grave que le sujet migratoire, qui quand même n'est extrêmement préoccupant. Non, mais parce que pendant très longtemps, M. Berkoff, on n'a pas voulu. Il y a un titre d'un bouquin que je trouve qui correspond bien à la situation, mais que faire de Mayotte? Pendant 40 ans, l'État se posait la question de que faire de Mayotte. Et au moment où elle a trouvé la réponse de que faire de Mayotte, c'est-à-dire un département, l'essentiel, comment dirait De Gaulle, l'intendance n'a pas suivi. Ouais, je comprends. L'intendance n'a pas suivi. Donc il y a tous ces investissements qu'on a toujours envoyés à demain, alors qu'on pouvait le faire le jour même, et qui aujourd'hui nous posent... C'est le retour de bâton, effectivement. Des politiques... Et vous voyez qu'il y en a un qui, même en France, on a entendu, oui, mais Mayotte, écoutez, laissons-le à qui le veut. Enfin, ils ne le disent pas comme ça, parce que... Mais il y a eu cette espèce de volonté d'abandon chez certains. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je crois que ce sont des gens à l'esprit étriqué, et c'est triste pour la France, parce que ceux qui ont conçu la France depuis la nuit des temps ont vu la France en grand. Oui, enfin plus. Ils ont vu la France en grand. Et quand je vois ce qui se passe, la volonté de Poutine, par exemple, quand je vois la volonté chinoise, quand je vois ce qui se passe en Afrique, quand je vois ce que font les Américains, quand je vois la position privilégiée, historique qu'avait la France sur l'Afrique et sur l'océan et sur les océans, je crois que c'est triste d'avoir cette vision étriquée. La France n'est belle, la France n'est la France qu'avec la grandeur. Elle n'est grande qu'avec ces territoires d'outre-mer. Je dis pour ceux qui ne le savaient pas, mais j'ai découvert ça récemment, j'ai découvert que dans l'expression de la souveraineté française sur Mayotte,
l'État, le gouvernement, a non seulement délimité ces espaces maritimes sur Mayotte, la Z2, la zone territoriale, la mer territoriale, tout ça, mais il a notifié également aux Nations Unies et aux Comores qu'elle avait délimité ces espaces. Et à l'intérieur de ces espaces, l'État, la France, avait remarqué qu'il y avait des blocs pétroliers et les Comores envisageaient de céder, où la France a dit aux Comores, attention, vous êtes là chez moi et que je ne laisserai pas faire. Donc, c'est dire tout simplement que nous avons avec nos océans, les océans français, les océans français, nous avons un potentiel extraordinaire de développement économique. Deuxième puissance maritime. Mansour Kamardine, je crois que vous serez d'accord avec moi, on peut dire, c'est un vœu pieux, De Gaulle revient, ils sont devenus mous. On est bien d'accord. Et on peut le regretter que De Gaulle ne soit pas là, parce que je crois que ce qui se passe aujourd'hui ne se passerait pas. C'est clair. Merci Mansour Kamardine. C'est moi qui vous remercie. Sud Radio André Berkoff. Berkoff dans tous ses états, ça balance pas mal sur Sud Radio. En 24 heures, nous avons accueilli dans nos hôpitaux près de 3000 nouveaux malades de la Covid. 447 ont été admis en réanimation. Un patient sur 4 qui entre en réanimation ne survivra pas quelques semaines plus tard. Depuis mars, 39 037 personnes sont décédées, 29 000 au cours de la première vague et déjà plus de 8 000 depuis septembre. Vous entendez cette voix sépulcrale qui, tous les soirs, venait à la télévision vous annoncer le nombre de morts, d'hospitalisés, etc., etc. Alors, on ne sait pas si c'était du Covid ou avec le Covid, hein, mais on venait, il s'appelait Jérôme Salomon, il s'appelle toujours Jérôme Salomon, ancien directeur général de la santé, qui vivait dans l'ombre et puis qui, là, est devenu, c'était le numéro 2, après Agnès Buzyn, après Olivier Véran, bien sûr. Il était là, il vous disait, voilà, tant de morts, tant de morts, tant de morts. Il nous remontait le moral, vous pouvez pas savoir. Les Français, après ça, étaient dans une espèce d'optimisme total. Vous allez tous mourir, mais attention au compte-gouttes. Eh bien, Jérôme Salomon, pour tant de zèle, pour tant d'informations, a été récompensé. Il va devenir le numéro 2 de l'Organisation mondiale de la santé. Oui, c'est comme ça que l'État et que récompense ses bons serviteurs, ceux qui ont servi à ce que les Français gardent le moral. Eh bien, Jérôme Salomon, saluons-le, après Agnès Buzyn, devient le numéro 2 de l'Organisation mondiale de la santé. Et qui dit que l'État français ne récompense pas ses serviteurs ? Tout de suite, le face-à-face d'André Berkoff avec Michela Rong pour son livre « Rwanda, assassin sans frontières », une enquête décisive sur le régime Kagame aux éditions Max Milo. Vous nous appelez au 0826 300 300 pour participer à l'émission. Tout de suite, après les informations, le face-à-face. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Alors, quelquefois, il se passe des choses très étranges chez certains collégiens. Vous savez, on dit, vous savez, toutes les discussions sur le racisme systémique, soi-disant, de la France. Eh bien, il y en a qui ont compris ça d'une certaine façon, et c'est devenu presque une institution. Écoutez. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Monsieur le Président, je vous fais une lettre que vous lirez peut-être si vous avez le temps. Oui, ça, c'était Boris Vian qui chantait Le Déserteur. Mais là, c'est pas du tout Le Déserteur. Oui, Le Déserteur du brevet. J'explique. On est dans ça, et là, je ne vais pas parler de Samuel Paty. Je vais parler d'un climat qui est devenu un climat quotidien en France en 2023. Un climat quotidien, il faut le dire, voyez. Ça peut se passer, auditeurs résistants de Sud Radio, chez vous, près de chez vous, chez vos enfants, dans vos écoles, etc. Et vous allez voir, il n'y a pas là de tabassage, etc. Non, enfin, il y a eu, mais... Alors, de quoi s'agit-il ? Eh bien, voilà, et c'est passé chez Rebeu des Terres, chez un blog, Monsieur OR. Et vous allez voir, voilà ce qu'il s'agit en 2 mots. C'est un jeune collégien, qui explique à son intervieweur, qui se marre, il se marre, vous allez voir l'intervieweur. Il explique sa technique. Attention, vraiment une technique très au point, pour obtenir le brevet sans rien foutre.
Alors, de quoi s'agit-il? Eh bien, c'est très simple. Vous rédigez de fausses lettres racistes. Oui, on ne veut pas de moi parce que je suis ceci, cela, racisé, bien sûr. Écoutez. Je rentre dans ma chambre, je m'assois sur ma chaise et tout, et je me suis dit, je vais prendre une lettre, je vais marquer ça l'arabe, tout ça, des trucs, genre moi, je me fais passer pour un mec qui se fait harceler, en gros. Bon, j'espère que ma mère voit pas ça. Bref. Frérot, t'as l'air tendu, détends-toi, tout va bien. Non, parce l'histoire, que elle est passée de toute façon déjà. Ouais, j'avoue. Il peut rien t'arriver de plus que ce que t'as vécu là. Donc, J'avoue. Donc tu t'auto-harcèles. Je m'auto-harcèle tout seul. Mais, attends, d'écrire la lettre, t'es comment? Tu dahak ou t'es comment? Mais moi, genre, en mode, je suis grave dedans. Genre, en mode, j'écris des dingueries quand même. Voilà, qu'est-ce que tu racontes, tu ris, c'est fini, l'histoire est passée, allez. Même le jeune collégien, il n'est pas très fier de ça. Mais qu'est-ce qu'il a fait en fait? Eh ben, c'est très simple. Eh ben, il a envoyé une première lettre en disant ouais, c'est parce que je suis arabe qu'on ne veut pas de moi, qu'on veut pas me laisser, voilà, qu'on va me faire échouer au brevet, etc., etc. Puis la première lettre n'a pas eu l'effet escompté. Eh ben, qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, il rédige une seconde lettre bien caricaturale et il se fait passer, écoutez-moi bien, hein, tout ça c'est une histoire absolument vraie, France 2023. Il se fait passer pour un proche d'une victime du Bataclan. Rien que ça. Mais oui, c'est ça, voilà. Puisque le truc arabe n'a pas marché, en fait, je ne sais pas qui, proche de moi, est au Bataclan, a été tué, voilà pourquoi on me traite comme ça, etc., etc. Et c'est allé plus loin, parce qu'un de ses camarades de classe a été accusé à tort d'être l'auteur de ces lettres racistes. Vous voyez? Où il disait, ouais, c'est pour ça que, voilà. Et le petit gobelin farceur est allé le frapper avec une dizaine de copains. Et puis, eh ben, c'est très simple. Il dit, vous savez comment on fait, nous? C'est très simple. Au collège, si le prof nous aime pas, directement on dit que c'est un raciste. Bon, en vrai, ils étaient sympas. Mais écoutez, hein, franchement, si on n'arrive pas à avoir des bonnes notes, eh ben, on va dire que c'est parce qu'il est raciste. C'est tellement plus simple. C'est vrai, quoi. On va pas se fatiguer maintenant, voilà. Et il y a eu même une fille de la classe qui avait vraiment perdu quelqu'un au Bataclan, a fini en garde à vue parce qu'on a dit c'est elle qui a écrit les lettres, etc. Voilà. Et voilà. Et puis, il a fini à dire son brevet et il a fait de très bonnes vacances alors que les autres ont été accusés, frappés. Voilà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut bien comprendre, si vous voulez passer vos diplômes, vos bacs sans problème, surtout au collège, au lycée, etc., eh bien dites que vous êtes victime du racisme systémique en France. Et là, vous allez voir, ça va passer crème. Oui? Non? J'espère que non. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Le face-à-face d'André Berkov avec Michaela Rong pour son livre Rwanda, assassin sans frontières, une enquête décisive sur le régime Kagame aux éditions Max Milo. Bonjour Michaela Rong. Bonjour. Alors Michaela Rong, quel travail. Alors, moi je pensais, quand j'ai reçu le livre, je me dis mais il y a eu tellement de livres sur le Rwanda déjà, ouais. C'est vrai, ce génocide terrible avec tout ce qui s'est passé. Je me disais mais effectivement que peut-on ajouter de plus? Et effectivement, vous ajoutez beaucoup de choses de plus. Et d'ailleurs, la préface de Stephen Smith le dit très bien, autre très grand spécialiste. Et en fait, dites-moi, au bout de cette enquête, alors comment d'abord vous avez été très longtemps au Rwanda, enfin vous avez été correspondant en Afrique? J'ai jamais habité là-bas. Mais vous êtes passé, enfin vous êtes... Non, j'étais placée à Kinshasa au début, quand le génocide s'est déclenché. Oui. Et on m'a envoyé parce qu'il y avait Opération Turquoise, alors j'ai entré dans le pays. C'est ça, vous êtes allé au Rwanda? Oui, je suis allée là-bas et après je suis retournée parce que c'était la plus grande histoire dans les Grands Lacs à l'époque. Et je dis, bon, ça reste toujours. Alors, oui, j'avais vu le déclenchement du génocide, on avait vu les corps partout, les taches de sang sur les murs. Vous l'avez vu, ça, dans la communauté? Oui, parce qu'il y avait les traces. Quand on massacre tellement de gens, on voit les traces. C'est sûr. Rappelons combien de morts, en fait, déjà, ça, c'est un gros débat. Oui, parce qu'il y a des gens qui disent, même maintenant, au Rwanda, quelquefois, le gouvernement, il parle de 2 millions. Que pour moi, c'est complètement exagéré. Mais moi, je dis entre 500 000 et 1 million, qui est déjà énorme, quelque chose, qui est énorme. Ouais. Alors justement, vous avez donc fait cette enquête. Ça vous a pris combien de temps pour écrire ce livre?
et l'enquête et le livre. Enfin. Non, bon, 4 ans au moins. 4 ans, ouais. Alors, j'ai commencé à m'intéresser dans le Rwanda dans les années 94. Et après, bon, j'ai écrit des autres choses. J'ai fait seulement... Vous avez écrit 5 livres. Oui, c'est mon 5e livre. Ça, les autres livres, c'était sur l'Érythrée, sur le Kenya, sur la chute de Mobutu au Zaïre. Mais ce bouquin, c'était... le tournant, c'était la mort, l'assassinat de Patrick Karegeya, qui était l'ancien chef des renseignements à l'extérieur. C'était quelqu'un que moi je connaissais comme journaliste. Il était chef des renseignements rwandais, à l'extérieur, mais il était basé à Kigali. Et il s'occupait un peu toujours des journalistes parce qu'il aimait bien les journalistes. C'était quelqu'un de charmant et c'était quelqu'un qui aimait rigoler un peu avec les journalistes. Et il passait le message toujours que FPR était génial, qu'ils faisaient bien leur travail. Et à un certain moment, il a pris ses distances avec le régime actuel. C'était un gros ami de Kagame. Ils sont allés à l'école ensemble. Il a pris ses distances. Il est devenu un problème pour Kagame. Il a été viré de il a perdu sa poste. Il a passé des moments en tôle et il s'est enfoui. Et après, ce que je raconte, le livre, ça commence avec il est étranglé dans une chambre à l'hôtel Michelangelo en Sud-Afrique, où il s'était établi. Il avait fondé une partie d'opposition là-bas. Et moi, j'ai trouvé ça tellement choquant. C'était quelqu'un que je connaissais. Ouais, je comprends. Et tous les journalistes étaient là à se dire, mais est-ce que vous avez entendu les nouvelles? Et je me suis dit, mais quand même, c'est effrayant que quelqu'un qui était vraiment un des plus proches de Kagame, de Paul Kagame, l'actuel président, il peut finir comme ça. Et ça, c'est une histoire qui vaut la peine de raconter. On va parler, c'est tout votre livre, parce que vous parlez de ce régime de Paul Kagame. Ouais. Qui, je le rappelle, au début, était considéré, en tout cas encore par certains, comme au contraire un héros, un combattant de la libération, etc., etc. On va pas rappeler toute l'histoire avec cet attentat contre le fameux avion avec 2 présidents à l'intérieur de l'avion, mais justement, vous décrivez ce régime, et je voudrais qu'on parle de ça, et surtout de la réaction de l'étranger. Que ce soit les anglo-saxons, les européens, etc., vis-à-vis de ce régime qui est toujours là, qui perdure, qui est toujours au pouvoir. Paul Kagame. Ouais. On va en parler tout de suite. Oui, restez bien avec nous, on se retrouve tout de suite. Et vous avez la parole au 0826 300 300 pour interpeller Michel Arong pour son livre Rwanda, Assassins sans frontières. 0826 300 300. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Michel Arong sur un pays, une région, un continent, dans tous ses états, l'Afrique et spécialement le Rwanda. Le Rwanda, vous avez écrit un livre majeur, je dirais, sur cette histoire, ces régimes, etc. Mais justement, avec le recul, Michel Arong, est-ce que, au fond, c'est le contraire des histoires morales avec Happy End? Là, c'est plutôt, selon vous, les criminels qui sont récompensés? Pour moi, c'est un peu un conte de fées qu'on raconte. Et il y avait les bons et les méchants. Et chez nous, les anglophones, on disait toujours que les FPR étaient les bons. Les Français, ils n'étaient pas du tout d'accord au début. Ils critiquaient, ils étaient très critiques à l'égard de Kagame et les FPR. Et après, ils ont changé d'avis. Mais maintenant, je pense qu'on s'est rendu compte que les bons sont eux aussi des méchants. Ils ont beaucoup de sang sur leurs mains. Ouais. Ils ont massacré les gens avant le génocide, pendant le génocide, après le génocide, et ça s'est passé au Rwanda, mais aussi au Congo, aux pays voisins. Et il y a eu probablement des centaines de milliers de morts dans les années après qu'on a démantelé les camps de réfugiés là-bas dans les forêts. Vous voulez dire que ça a continué des années après, quoi? Oui. Et maintenant, il faut dire qu'effectivement, il y a aussi une
un groupe rebelle, le mouvement des 23, qu'on sait que c'est soutenu par le Rwanda et il y a 800 000 personnes qui sont déplacées à cause de la violence de ce groupe. Et les Nations Unies, ils ont dit ouvertement, les États-Unis, ils ont dit ouvertement, c'est un groupe qui est soutenu, équipé, armé par le Rwanda et ils sont en train de laisser des traces dévastateurs sur la région, mais on accepte ça. Alors le but, c'est quoi par rapport justement à l'Ouganda, au Congo? Que veut, d'après vous, Kagame, enfin le régime de Kagame par rapport à ça? Bon, on a beaucoup parlé des matières premières qui se trouvent au Congo parce que c'est un pays très riche. Le cobalt, l'or, les diamants, l'huile. Mais pour moi, c'est pas seulement ça. Ça suffit pas comme explication. Alors c'est quoi, à votre avis? Bon, pour moi, je pense Kagame, c'est un monsieur qui veut se rendre incontournable. Il veut que tout le monde l'admire. Tout le monde accepte que c'est le président le plus important, pas seulement dans les Grands Lacs, mais dans l'Afrique. Il veut être invité à Davos, il veut aller aux États-Unis, il aime bien le tapis rouge, il voyage tout le temps et il veut vraiment l'admiration du monde entier. Comme le grand président de l'Afrique. Enfin, le président le plus important de l'Afrique. Oui, et c'est bizarre parce qu'effectivement, le Rwanda, c'est tout petit. C'est un des plus petits pays en Afrique et c'est un des plus pauvres aussi. Ils ont vraiment des problèmes économiques là-bas, mais quand même, il est devenu un voix vraiment important et fort sur le continent. Et justement, en fait, aujourd'hui, parce que par rapport au Congo, le Rwanda, je parle économiquement, c'est pas grand-chose par rapport à beaucoup d'autres pays. Et comment vivent, alors justement, est-ce qu'aujourd'hui, le régime Kagame, c'est un régime quoi ? Totalement dictatorial, totalement autoritaire, ou effectivement jouant avec, pour montrer que quand même non, c'est nous maintenant, c'est la démocratie. Comment c'est vécu? Vous le racontez dans votre livre, mais j'aimerais avoir votre... Pour les touristes ou les journalistes qui vont là-bas pour la première fois, ils écrivent tous le même article. Ils parlent du fait que c'est très propre, et il n'y a pas d'ordures, c'est très calme, c'est très discipliné. Ils aiment bien ça parce qu'on est des Occidentaux, on aime bien ça. On parle de la Suisse de l'Afrique. Mais effectivement, si on est un Rwandais, Kagame, il n'accepte pas la contestation. Alors, si on ose le critiquer, si on prend ses distances avec sa politique, ou on passe en tôle, ou on disparaît, ou on est assassiné en Afrique du Sud. On s'enfuit, et après il y a les escadrons de mort envoyés par Kigali, qui font la chasse aux hommes. Ils trouvent que ces messieurs les plus importants sont éliminés. Et on sait ça, on a vu les morts. J'ai essayé dans mon livre de raconter cette histoire parce que je voyais que c'était vraiment, les gens ne suivaient pas. Et c'est, alors, justement, c'est intéressant, vous avez parlé, quand même, vous avez parlé de Suisse de l'Afrique. Je ne sache pas qu'en Suisse, il y ait eu des génocides avec même des milliers de morts. C'est assez étonnant, enfin, je dirais, c'est le moins que l'on puisse dire, qu'on emploie le mot de Suisse pour parler du Rwanda. Enfin, bon. Oui, et ce qui m'a beaucoup étonné, j'ai découvert qu'on disait ça, on utilisait le terme la Suisse de l'Afrique, pendant que l'ancien président Juvenal Habyarimana, qui a mené une politique génocidaire, déjà on utilisait cette phrase. Alors souvent on voit que Kagame, on pense qu'il a tout changé, mais effectivement à ce niveau-là, il n'a rien changé du tout. C'était déjà ça. Oui. Et comment vous expliquez, vous étiez basé à Kinshasa, etc. C'est quoi, parce que vous le dites en exergue, c'est quoi? Mes ennemis, il faut les tuer, il faut les éliminer, c'est ça? C'est une politique, je dirais, pas généralisée, mais est-ce que c'est intéressant, parce que vous avez vécu là-bas, est-ce que c'est chez certains leaders africains, et pas seulement africains d'ailleurs, on a vu Pol Pot au Cambodge et beaucoup d'autres, mais sans faire des comparaisons, est-ce que l'idée c'est, on ne supporte pas l'opposition, il faut qu'elle disparaisse? Oui, je pense que c'est justement ça. Si on regarde un peu ce qui fait Yoweri Museveni, c'est le président de l'Ouganda, qui est plus vieux, c'est un peu comme un oncle pour Kagame. Lui, il a toujours dit, au mois
Wine. Il a déclaré, en parlant avec ses officiers, nous, on va pas assassiner les gens. Nous, on ne va pas mener une politique de ce genre. Et effectivement, on voit que les gens comme Bobby Wine, les chefs de l'opposition, Kizza Besigye, ils restent en Ouganda. Ils ne vont jamais gagner une élection, mais ils restent en Ouganda parce qu'ils ne se sentent pas menacés personnellement. Et ce n'est pas le cas au Rwanda. Il y a une chef d'opposition, une dame qui s'appelle Victoire Ingabire. Elle a passé 8 ans en prison. Elle est sortie. Maintenant, elle ne peut pas sortir de chez elle. Et elle doit rester dans sa maison. Elle est assignée à résidence en prison. Oui. Et il y a plein de gens qui appartenaient à son parti qui se sont fait abattre. On ne sait pas bien comment, pourquoi. Et il y a aussi beaucoup de journalistes qui sont en tôle, qui ont critiqué, ils ont osé critiquer le régime. Régime, oui. Et dites-moi, alors effectivement, cette espèce de silence de chape qui a eu le Hôtel Rwanda, et Dieu sait, il y a eu des films, il y a eu des publications. Est-ce que pour vous, aujourd'hui, quand vous regardez ce qui a été, sans vouloir, l'opinion publique qui a eu sur le Rwanda depuis, ça fait 30 ans maintenant, 93, ça fait... 29 ans. 29 ans, oui, c'est ça, oui, 29 ans. Est-ce que, à votre avis, est-ce que la vision des opinions publiques, je ne parle pas spécialement des gens, des opinions publiques, a changé et comment ? Vous voulez dire ici en Occident? Ici en Occident, Europe. absolument. Oui, bon, moi je pense, chez moi en Angleterre, on soutenait toujours le FPR. C'était la même chose aux États-Unis. On pensait que c'était un groupe rebelle qui avait arrêté les massacres. Il parlait le langage de la réconciliation ethnique. C'était des gens bien, courageux. Ils s'exprimaient d'une façon très convaincante. Et on les soutenait avec... ils reçoivent beaucoup de soutien financier étranger jusqu'à maintenant. Au niveau de la France, c'est beaucoup plus compliqué et c'est très intéressant. Et pourquoi alors justement, ça m'intéresse d'avoir votre la avis. France soutenait Mitterrand, François Mitterrand, il était très proche de Juvenal Habyarimana, l'ancien président qui s'est fait, qui est mort dans cet avion. Oui, bien sûr. Et après, on voulait pas entendre du FPR parce qu'on voyait ça, l'invasion du FPR et la prise de pouvoir du FPR comme une tentative. Quand la France perdait son influence dans sa chasse gardée. C'était les Anglais, les Américains qui prenaient le contrôle de ce pays-là. Alors, on était très contre, mais après, ça a changé avec Sarkozy. Il a commencé à faire un type d'amitié, d'avoir des liens un peu plus chauds. Et maintenant, après, il y a eu le rapport Duclerc, très important, des historiens qui a examiné le rôle de la France. On a fait un peu toute une prise de conscience du rôle des Français. Mais juste un mot, ça m'intéresse, Michaela, vous en parlez, etc. Vous savez qu'il y a une polémique énorme qui continue en disant que justement les Français avaient pris position pour je n'ai pas le wrong horse, enfin le mauvais cheval, c'est pas ça, mais que les Français, vous savez, on a dit, a été complice du massacre, enfin qu'ils ont laissé faire, etc. Et d'autres qui disent c'est absolument faux, c'est pas vrai, il n'y a pas eu de laisser faire. Quel est votre avis? Selon ce que j'ai compris, l'armée de Juvenal Habyarimana a eu des formations françaises. Et il y avait des forces sur place quand le génocide est déclenché. Et on parle aussi du fait que les milices Hutus qui ont commis beaucoup de massacres ont eu une formation française. Ce que je sais aussi que Opération Turquoise à l'époque, on rendait possible, on aidait les génocidaires plusieurs à s'enfuir du pays. Et souvent, ils sont venus ici en France. Après, ils sont venus ici en France, dans les dom-toms français. Ils se sont installés. Le gouvernement au Rwanda, ils veulent absolument les juger à Kigali. Mais pour moi, je pense que les Français, ils ont un problème parce qu'ils ne réussissent pas à voir clair la question du Rwanda. Ils sont tellement là, ils sont là
à débattre toujours le rôle de la France. Pour moi, c'est pas intéressant, c'est pas important. C'est le rôle du Kagame, le FPR, qui m'intéresse. Et ce qu'ils sont en train de faire maintenant, surtout dans le Congo, et surtout envers les dissidents, les journalistes, les personnes qui travaillent dans les droits de l'homme. Moi, je m'en fiche un peu du rôle de la France. En plus, ce n'est pas, bien sûr, ce n'est pas la chose la plus importante. On va continuer à parler justement de ce régime Kagame que vous décrivez dans votre livre. Et restez bien avec nous, on se retrouve tout de suite. Et vous avez la parole au 0826 300 300 pour interpeller Michaela Wrong pour son livre Rwanda, assassin sans frontières, une enquête décisive sur le régime Kagame. A tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Michaela Wrong et son livre remarquable sur le Rwanda, son enquête sur le Rwanda, paru aux éditions Max Milo. Michaela Wrong, au fond, alors vous avez parlé un peu, vous dites que l'une des motivations effectivement de Kagame, c'est aussi se faire bien considérer que c'est un grand leader, etc., même si le Rwanda est de loin pas un des grands pays d'Afrique. Mais au fond, aujourd'hui, presque 29 ans après, puis ce qui a continué, quel est l'état des forces en présence? D'abord, est-ce qu'on continue, je ne dirais pas sur la même taille, est-ce qu'on continue à massacrer dans cette région ou pas? Ou ça s'est calmé, vraiment? Parce qu'on ne sait pas. Non, moi je pense qu'il y a toujours un niveau de violence très élevé à cause de ce mouvement 23, le 23 qui ça a recommencé depuis plus d'une année. Et moi je suis étonnée parce qu'il y a 2 ans déjà ce mouvement existait et on a coupé le soutien financier en Occident au Rwanda et après ils se sont retirés les rebelles et on sait que ce sont des rebelles soutenus par le Rwanda et après ils sont ressurgis et il y a presque toute la zone autour du Nord Kivu qui est maintenant contrôlée par ce mouvement et il y a 5 armées africaines qui sont en déploiement là-bas. Il y a les Sud-Soudanais, il y a les Burundais, les Ougandais, les Kenyans parce qu'on ne réussit pas à contrôler la situation. 800 000 personnes déplacées ils habitent dans des camps de réfugiés où il y a le choléra, il y a le paludisme. Il y a la maladie qui ravage aussi. Ils sont affamés, ils n'ont pas d'abri. Et c'est grâce au M23. Et on sait clairement que c'est le Rwanda qui soutient ce mouvement parce qu'il veut faire... Kagame veut faire voir que c'est lui le chef. C'est vraiment pour ça, pour vous. C'est pas des raisons économiques, s'emparer ou en tout cas contrôler les territoires avec minerais, avec terres rares, avec diamants, pétrole, enfin ou quoi que ce soit. C'est plutôt ça. Lui il dit en public, il dit nous on n'est pas concernés, on joue pas un rôle là-dedans. Et aussi il dit que les Tutsis congolais sont menacés par les milices Hutus, les extrémistes Hutus qui sont toujours dans cette zone. Mais il y a un nombre très très petit de ces gens-là. Et effectivement, c'est pas la raison. La raison, c'est la concurrence entre Kagame et Museveni, qui est le chef et le président de Ouganda. Il veut absolument faire voir que c'est lui le plus important et que si on l'inclut pas, il va semer le chaos. Et dites-moi, alors, en fait, cette Afrique-là, évidemment, nous on est loin, on voit ça, on se dit on voit bien. Je veux dire que il y a ce côté de l'Occident. Est-ce que vous pensez que, il y a les intérêts, enfin, très bien, le rôle que la Chine joue aujourd'hui en Afrique, la Russie, Wagner et compagnie, les États-Unis, évidemment, etc. L'Europe. Alors, justement, par rapport aux puissances émergentes, et je parle des Chine, Russie, pas une puissance émergente, mais elle est là, elle retrouve les États-Unis qui évidemment... Et est-ce que les précarés, France et Angleterre, qui étaient quand même, c'était les empires, c'est eux qui avaient, pendant en tout cas des années, sinon des siècles, ont dirigé... après il y a eu les indépendances, et l'impression qu'on a...
je parle à l'observatrice, à la journaliste que vous êtes, est-ce qu'aujourd'hui, l'Europe a encore un rôle à jouer en Afrique, à la lumière de ce que vous écrivez sur le Rwanda et le régime qui y est, et tout ce qui s'est passé? Bon, malheureusement, je pense qu'ils jouent un rôle, mais c'est un rôle très négatif. Parce que, oui, on voit que chez moi, en Angleterre, on a décidé que Kagame est un héros pour des raisons d'intérêt anglais, parce qu'on veut envoyer les demandeurs d'asile là-bas. C'est un pays... Ah oui, vous voulez dire qu'on veut arrêter l'immigration et les renvoyer? Oui. Et on s'est mis d'accord, on a signé un accord. C'est un des pays le plus surpeuplé d'Afrique, mais Kagame a donné son accord. Alors il va accepter ces gens-là. On a un gouvernement de droite qui n'aime pas du tout la migration, qui veut faire voir à la population britannique ils sont en train de... Oui, parce qu'il y a des problèmes, on sait. Oui, qui prend en charge ce problème. Alors on dit qu'on va envoyer les gens là-bas. Il n'y a pas encore une seule personne qui a été envoyée, parce que, bon, il y a tout un débat qui se fait maintenant dans les cours. Mais grâce à ça, l'Angleterre, ils vont jamais dire un mot contre le régime. Okay. Et en France, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une carte que Kagame peut jouer, c'est celui de l'assistance militaire. Parce qu'on voit qu'il y avait des problèmes au Mozambique, par exemple, avec Total et avec son installation très importante là-bas. Et c'est le Rwanda qui a envoyé les militaires au Mozambique pour entourer l'installation, pour apaiser la situation. Et je pense que maintenant, c'est très clair que Macron, il compte sur Kagame pour envoyer... Les Français sont plus les bienvenus au Sahel, et on compte sur Kagame d'envoyer les militaires s'il y a urgence au Sahel. Donc Kagame a quand même une sacrée puissance militaire, en tout cas sur les pays environnants. Apparemment, hein, oui. C'est ce que... Oui, il a envoyé les militaires au Centrafrique, au Darfour, les policiers ont été envoyés au Mali, au Soudan du Sud, Mozambique maintenant, et moi je pense le Bénin, apparemment il y a eu un accord récent entre Kigali... Oui, c'est ce que vous venez de me dire hors antenne. Oui, et je pense que la France regarde vers Kagame pour cette assistance militaire, parce qu'on sait qu'on ne peut plus envoyer les militaires français dans ces pays-là. Donc chacun cherche ses intérêts. En attendant, il y a eu, comme vous dites, 800 000 et 1 million de morts. Ce n'est plus la même chose, mais ça continue, la violence continue plus que jamais. Lucien, ce serait bien d'avoir quelques auditeurs. Je crois que nous avons un auditeur. Là. Oui, on a beaucoup d'auditeurs qui nous appellent au 0826 300 300 et on accueille Antoine de Seine-et-Marne. Bonjour Antoine. Bonjour Antoine. Bonjour André, bonjour à votre invité. André, merci pour vos émissions, parce que il n'y a pas beaucoup de personnes qui parlent de la RDC, même si c'est en miroir à l'histoire au livre de votre invité. Moi, j'avais une question à lui poser. Oui, allez-y. Tout le monde sait qu'aujourd'hui, le Rwanda sponsorise le Paris Saint-Germain, par exemple, Arsenal en Angleterre, avec des publicités. Tout le monde sait qu'ils n'ont pas de coltan, mais il est considéré comme premier producteur mondial de coltan, alors que le coltan aujourd'hui, les voitures électriques, on en a besoin, comme jamais on en a eu besoin. Que le Rwanda sert de proxy aux Occidentaux et ça dérange pas beaucoup de personnes. Mais quand on compare avec ce qui s'est passé avec Hitler, il n'y a aucun écrivain qui a encore le courage de le décrire comme le Hitler africain. Et moi, je me demande jusqu'à combien de Congolais qui vont être massacrés par ce régime, parce que là, il est en train de balkaniser l'Est du Congo, parce qu'on sait que c'est les ressources minières qui l'intéressent, jusqu'à combien de Congolais, donc la communauté internationale va faire la sourde oreille ou ne va pas décrire ce monsieur comme il doit être décrit. Parce que ce qu'on ne dit pas, c'est que lui, il a son fils qu'il est en train de former. Il a été formé aux États-Unis pour devenir un très grand général militaire. Donc après, lui, ça sera son fils. Qu'est-ce qu'on attend pour dénoncer? Parce qu'on sait très bien que tant qu'on ne dénonce pas, il ne se passe rien. Moi, c'est ça la question que je pose. Tout à fait. Très bien, Antoine. Alors, on vous a bien entendu. On vous a bien entendu. Justement, Michaela. Alors d'abord, est-ce qu'on peut dire, alors Antoine, est-ce qu'il ne pousse pas loin ou pas en disant que est-ce que Kagame ne serait pas un Hitler africain? Il y a des gens qui ont utilisé
ce mot. Je pense même qu'il y a un écrivain congolais ou rwandais qui a utilisé ça comme titre pour son bouquin. Moi, je l'utilise pas parce que je pense que c'est plus intéressant d'entrer dans le détail. Alors justement, parlons du fond par rapport à ce qu'il dit sur la politique de Kagame, par rapport au Congo, par rapport à tout cela, etc. Il faut donner, pour moi, c'est plus utile d'examiner ce qu'il fait et pas le dénoncer avec des termes trop émotionnels. Mais c'est vrai qu'il y a au vu du nombre de morts, excusez-moi, au vu du nombre, on n'a jamais vu ça. Dans toute l'Afrique, on n'a jamais vu ça. Au vu du nombre de morts, on n'a jamais vu ça. Excusez-moi, mais on n'a jamais vu ça. Et ça dérange personne. Alors que le Congo, on sait très bien que c'est comme le grenier du monde entier. Enfin, l'un des greniers du monde entier, disons Antoine. Oui, non, ce que je veux dire, il parle du colton, vous savez, il parle de ce qu'on... C'est ça que je veux savoir. Est-ce qu'effectivement, il n'y a pas une politique, disons, entre guillemets, impérialiste, quelque part, à ce niveau-là? Bon, on a beaucoup parlé des sociétés américaines, surtout, qui sont entrées au Congo après la chute de Mobutu, et grâce un peu à l'intervention des Rwandais et aussi des Ougandais. Pour moi, je pense... C'est évident, il y a des intérêts financiers très importants, mais pour moi, ils suivent la politique étrangère des pays européens, américains. Alors, au début, c'est la politique, et après, il y a les boîtes et les hommes d'affaires qui suivent. Mais c'est évident que c'est un facteur très important. Oui, mais Antoine, le problème, ce que vous soulevez, c'est un vrai problème. Mais est-ce qu'il n'y a pas, c'est la passivité, hélas, des sociétés qui sont loin et qui ne réagissent pas? Je suis d'accord avec vous. Même jusqu'à présent, même le président de la RDC, il a été nommé par Kagame. Ça veut dire que si Kagame lui dit pas oui, il ne peut pas prendre le contrôle du territoire. Parce qu'il ne fait rien. Il ne fait rien. Vous parlez de Tshisekedi. Exactement. Oui. Et aussi, il y a un problème que Tshisekedi et les élections, c'est pas du tout clair qu'il a gagné ces élections. C'est pour ça que ça arrange Kagame qu'il soit là, lui. Parce que c'est lui qui l'a dit, tu restes là pour l'instant. Comme ça, moi, je fais tout ce que je dois faire. Mais en attendant, tous les jours, même à l'heure où on parle, il y a des femmes enceintes qui ont été éventrées, des enfants qui ont été décapités, ça dérange personne. Comme si le Congolais était un être qui ressemblait à une mouche qu'on écrase. Tout simplement. Oui, hélas, il y a eu, et ça, attention, ce que je dis, ça n'excuse rien, au contraire, mais tellement de peuples ont été des mouches qu'on écrase, du Cambodge à ailleurs, et sans parler de l'Europe, de la Seconde Guerre mondiale, qu'on se dit, c'est toujours bien, mais vous avez tout à fait raison de rappeler des faits. En fait, ce que, Michaela, en fait, on a l'impression, quand on lit votre livre, que voilà, ça peut se passer comme ça, parce que les Hutus aussi ont massacré. Ah oui, mais bien sûr. Je veux dire, pas autant que peut-être qu'ils ont massacré les Tutsis, mais enfin, ça a été, je ne sais pas, on ne va pas faire de comptabilité macabre. Dans les forêts du Congo, après qu'on avait démantelé les camps de réfugiés, il y a eu l'armée rwandaise qui était le FPR, et ils ont massacré les gens. Et c'est les Nations Unies qui ont fait toute une enquête là-dessus. 617 incidents d'atrocité. Et on pense qu'il y a eu au moins 200 000 de victimes seulement. Ah oui, seulement là pour ça. C'est ça. Et en fait, alors je vais vous dire, ce que dit Antoine aussi, vous pensez que justement Kagame, qui est quand même le personnage central de votre livre, il peut mettre comme ça, de former son fils et que son fils lui succède, ou ça va vous paraître Non, je pense que c'est fort probable, parce que ce qu'on voit au Rwanda, c'est un peu la même chose en Ouganda. Il y a un chef d'État qui ne peut pas partir. Il ne peut pas prendre la retraite, parce que s'il se met en retraite, à ce moment-là où il va se faire abattre par des gens qui ont perdu leur famille, ou il va être envoyé à être jugé à La Haye, parce qu'ils ont commis des crimes et des atrocités, des crimes de guerre. Alors, on ne peut pas partir, et si on sait ça, et on commence à vieillir, ce qu'on fait, c'est on va choisir ou le fils, ou la femme, ou la fille, comme successeur, parce que comme ça, on se sent protégé. Et je pense que c'est ça qui se prépare au Rwanda, et aussi la même chose en Ouganda.
Ce qui est fou, oui. En fait, vous voyez, c'est pas le problème de la réforme de retraite qui les s'occupe principalement, hein, je ne pense pas. Effectivement, on a quelque chose, encore une fois, mais vous avez regardé la psychologie, vous savez, ça fait combien de temps que vous êtes en Afrique, enfin que vous c'est presque 30 ans. 30 ans. Ouais. Et est-ce qu'il y a, c'est chez d'État particulier, hein, je ne parle pas des peuples, est-ce qu'il y a une psychologie, est-ce qu'il y a, vous avez parlé effectivement de la succession, est-ce qu'il y a des traits communs, est-ce qu'il y a des dénominateurs communs? Parce qu'on a l'impression qu'il y a des dénominateurs communs chez ces chefs d'État qui sont chefs d'État mais qui sont plutôt chefs. Il y a le tribalisme, il y a tout ça, et on a l'impression que eux se disent au fond la loi c'est nous, les règles c'est nous, et ce qu'on fait, on le fait, et vous les Occidentaux avec vos droits de l'homme et compagnie, vous nous embêtez, laissez-nous tranquilles. Et c'est pour ça qu'ils aiment bien un peu les Chinois, parce que les Chinois s'occupent pas de ça, hein. Je veux dire, c'est pas le problème, nous on fait des accords et on est bien ensemble. Oui, effectivement, moi, il y a eu en Érythrée, en Éthiopie, en Ouganda et au Rwanda, il y a eu des rebelles, des groupes rebelles qui ont pris le pouvoir, et des chefs d'État qui étaient des anciens rebelles. Et ce qu'on voit, c'est au début, ils parlent le langage de la démocratie, et après, avec les années qui passent, les élections commencent à être truquées, la presse écrite est démantelée, les journalistes entrent en prison ou ils s'enfuient. Les gens qui sont dans l'opposition, ils disparaissent, ou ils sont en tôle. Et dans tous ces pays-là, on voit le même processus. Le même schéma, oui, c'est ça. Ouais. Restez bien avec nous, on se retrouve tout de suite. Vous avez la parole sur Sud Radio pour interpeller Michela Wrong pour son livre Rwanda, assassin sans frontières, une enquête décisive sur le régime Kagame. 0826 300 300. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Vous êtes bien sur Sud Radio dans Berkov dans tous ses états avec Michela Wrong pour son livre Rwanda, assassin sans frontières, une enquête décisive sur le régime Kagame aux éditions Max Milo. Et vous avez la parole 0826 300 300. On accueille Robert de Bretagne. Bonjour Robert. Bonjour Robert. Robert, on ne vous entend pas Robert. Non. Bon, écoutez, on va le retrouver Robert, je pense. Bretagne, c'est pas loin. Est-ce qu'on a Robert ou pas? Non, on l'a pas. Oui, alors je voulais qu'on parle, et on le retrouvera. Je voudrais qu'on parle des camps de réfugiés, où c'est fomenté tout ça, parce que vous savez, pour les gens, il y a des gens, ils ont un peu oublié, etc. Comment cette histoire est née? Parce que moi, je me suis toujours posé la question. L'FPR, c'est très extrême. Le FPR appelé ses Front Rwandais patriotique. Front Rwandais patriotique, c'est le parti de Kagame, je rappelle. D'où ça vient? C'était son groupe rebelle. Comment ça se fait qu'il est comme il est? Et effectivement, dans les années 60, il y a eu une révolution au Rwanda, et le cour royal qui était Tutsi, la minorité, ils se sont fait expulser du Rwanda. Ils ont été expulsés au Zaïre, au Tanzanie, en Ouganda, et beaucoup se sont installés dans les camps de réfugiés en Ouganda. Il faut rappeler que 85% de la population est Hutu au Rwanda et 15% Tutsi. Oui. Ça. Et ils étaient là, et c'était des aristos qui sont devenus des paysans. La vie n'était pas très facile. Ils étaient pauvres, ils étaient à l'écart de la société ougandaise. Et je pense que vraiment, il y a eu un certain caractère que ça a formé Kagame. On dit toujours de lui qu'il a un complexe d'infériorité. Il doit s'imposer parce qu'il se sent pas bien à l'aise dans sa peau, quoi. Non, exactement. Qu'il est aigri, qu'il est amer, il en veut contre la société, il veut toujours avoir le respect de tout le monde. Et je pense que c'est vraiment parce que lui, comme beaucoup de ces Rwandais qui étaient dans ces camps-là, ils ont été encadrés par Museveni dans son propre mouvement rebelle, et ils ont appris à se battre, à être des rebelles, et ils ont formé une petite cellule secrète dans la plus grande groupe de Museveni. On va continuer à en parler, mais je crois que nous avons Robert est de retour. Vous êtes bien là, Robert? Oui, je suis là. Génial. Bonjour Robert. Bonjour. Bonjour. On vous écoute, Robert. Oui. Alors, je ne suis pas un grand habitué des affaires internationales rwandaises.
Mais en entendant votre émission, que je trouve de grande qualité, je me posais simplement une question par rapport aux instances internationales qui pourraient peut-être agir, ne serait-ce qu'en Europe, par rapport au génocide rwandais encore existant. On fait bien aujourd'hui, à l'heure actuelle, des efforts sur l'importation de produits qui proviennent de la non-forestation. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire des efforts au Rwanda sur les produits qui sont de près ou de loin touchés par ce massacre? Ceci aurait pour effet, d'une part, de baisser le revenu du Rwanda dans un premier temps, et dans un deuxième temps, vu l'appétit du président, certainement modifier sa position. Et ceci pourrait être pris à l'échelon de l'Europe. Vous voulez dire une espèce de boycott des produits rwandais? Ouais. Voilà. Oui, sauf que est-ce que ça pénaliserait pas une population qui est déjà très pauvre, Robert? Je pose la question, mais vous avez raison de poser la question. Bon, c'est une bonne question, mais déjà on essaye de savoir d'où viennent les minéraux du Congo. Hein. Les matières premières. Oui, les matières premières. Il y a un système de tracing où, en principe, les gens doivent savoir si ces pierres ou ce coltan, les diamants viennent du Congo ou du Rwanda. Et effectivement, ça a été truqué. Il y a de plus en plus d'enquêtes qui montrent que c'est surtout les Chinois qui agissent là-dedans, on affiche que c'est... On change l'étiquette. Oui, on change l'étiquette, on dit que ça vient du Rwanda, mais effectivement, c'est des produits congolais. Alors moi, je crains un peu que si on essaye de faire ça avec le bois ou les forêts, parce que quand on a envie de faire des bénéfices, on va trouver un moyen. Oui, Robert, c'est très compliqué. On va trouver un moyen, c'est sûr. Mais quand vous me faites la remarque qui est de dire qu'est-ce que ça va impacter sur les Rwandais eux-mêmes, je pense que malheureusement, ça n'impactera pas grand-chose, parce qu'ils ne touchent pas grand-chose de tous ces trafics, si vous voulez. Voilà. Non. Et, notamment, par exemple, à l'échelon européen, on pourrait décider un certain nombre de choses. Et à partir du moment où quelque chose est décidé au niveau de l'Europe, ça peut ensuite faire boule de neige au niveau d'instances du ministère des Affaires étrangères sur d'autres pays comme la Chine et autres, les États-Unis. D'accord. Je suis complètement d'accord. Moi, je suis là, je fais un peu pression pour qu'on arrête les soutiens financiers étrangers à Kigali. Parce que ça ne sert à rien. Mais effectivement, on donne l'argent au Rwanda et ils sont là à avoir des opérations militaires dans les pays voisins. En fait, on finance les opérations militaires, quelque sorte. Et en même temps, il y a l'Union européenne et les Français et mon propre gouvernement qui envoie de l'argent au Congo au niveau humanitaire, parce qu'il y a plein de réfugiés maintenant en Congo de l'Est. Alors, on paye les Rwandais. Et après, on aide les agresseurs et on aide les victimes. Oui, c'est complètement bizarre comme politique. Oui, vous savez, c'est hélas pas nouveau, ça s'appelle de la schizophrénie et c'est très en vogue dans nos contrées. Merci en tout cas Michael Larongue, et lisez ce livre, prenez-le en été, c'est un livre, un gros livre au bon sens du terme, mais lisez-le, vous savez, même si c'est très loin, rien n'est loin quand il s'agit de l'humanité, vous le savez. Merci beaucoup, chers auditeurs, d'être toujours aussi nombreux à nous écouter. Merci à Michael Larongue pour son livre « Rwanda, assassin sans frontières, une enquête décisive sur le régime Kagame » aux éditions Max Milo. Tout de suite, l'émission de Brigitte Lahaye. À tout de suite sur Sud Radio.